Le 16 juin 2004 sort le film Double Zéro avec Eric et Ramsey, une parodie de film d'espionnage qui met en scène deux agents secrets un peu bébêtes, maladroits et surtout ultra relous. Ça va là, pour qui attention. L'accueil critique est catastrophique, mais malgré ça, le film devient un très gros succès au box-office avec environ 2 millions d'entrées. Ce succès attire l'attention de deux producteurs, Nicolas et Eric Altmaier, qui sont alors en plein tournage de leur prochain film Brise de Nice, et c'est comme ça que leur vient l'idée du siècle, produire leur propre parodie de film d'espionnage avec Jean Dujardin dans le rôle principal. Ah, donc à la base, c'est pas une idée d'Azana Malus. Pas du tout. En fait, la première personne qu'ils appellent pour travailler sur le scénario, c'est Jean-François Alain, un génie de la parodie, puisque c'est l'un des créateurs et auteurs phares de l'émission Les Guignols. Et c'est lui qui, pour la réalisation, recommande au frère Altmaier un de ses anciens collaborateurs, Michel Azavarimus. Prononciation exacte de ce nom, je vous le rappelle, étant Canabanistuk. Réalisateur qui était un peu en galère à ce moment-là, puisqu'il n'avait alors sorti qu'un seul long métrage qui s'était salement planté, malgré un casting plutôt solide. Bonjour. Mais avant ça, il avait quand même démontré ses talents chez les nuls, où il écrivait une émission de détournement d'images nommée Régis est un con, et il avait aussi réalisé un faux film complètement basé sur le détournement d'images qui s'appelle La Classe américaine, et qui est un petit chef-d'œuvre dans sa catégorie, ceux qui poussent les producteurs à lui faire confiance, et grand bien leur en a pris. Bref, l'équipe de choc étant réunie, il leur reste à trouver un angle nouveau sur le sujet qui se démarque du film d'Eric et Ramsey, et c'est là qu'ils décident d'aller à la source et de parodier tout simplement la figure à l'origine du cinéma d'espionnage, qui aime les vodka martini au shaker pas à la cuillère. Du coup, non. Ah. Qui... je sais pas. Et si je te disais qu'il aime se beurrer la biscotte? J'aime me beurrer la biscotte. Eh ben, je te dirais que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, il s'agit bien de l'agent Hubert Bonisseur de la BAT, alias OSS 117, qui avait déjà eu 7 films dans les années 60, et qui est d'ailleurs plutôt celui qui a inspiré James Bond que l'inverse. Ouais, mais gros, littéralement, personne n'a jamais entendu parler de ces films. Hein. Et ben pourtant, crois-moi, ça vaut le détour, et si tu veux, on va regarder à quoi ça ressemble. Bon, bien évidemment, on ne peut pas résumer toute l'origine de James Bond à seulement OSS 117. Pour trouver l'ensemble de ses sources d'inspiration, on devrait remonter jusqu'au début de l'histoire du cinéma. Mais le truc, c'est que si on regarde le cinéma d'espionnage avant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit du côté des Américains ou du cinéma français, c'est très différent de ce qu'on connaît maintenant. On a plutôt affaire à des thrillers, des genres d'enquête façon film noir, et les personnages principaux sont le plus souvent des femmes, des espionnes dangereuses et intelligentes, bien loin des secrétaires potiches que nous connaîtrons par la suite. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui alors? Et c'est une tendance qui va durer jusqu'au début des années 40, mais après la Seconde Guerre mondiale, un livre va complètement bousculer l'univers de la fiction autour du monde de l'espionnage, et ce livre c'est Tu parles d'une ingénue de Jean Brousse, roman qui mettra en scène un espion charismatique et audacieux, aussi bagarreur que rusé, avec autant d'humour que de charme, j'ai nommé OSS 117. Pour vous servir. Ok, du coup le premier livre James Bond de Ian Fleming, il sort quand? 1953, donc 4 ans plus tard. Ah ouais. Jean Brousse aurait écrit ce livre en se basant sur son amitié avec un agent de l'American Office of Strategic Service, l'ancêtre de la CIA, qui aurait porté le matricule 117. Et je précise que ce soit pour les livres ou les films dont on va parler plus tard, il ne s'agit pas d'œuvres qui se veulent humoristiques comme les OSS 117 qu'on connaît. Le personnage reste un gros beauf macho homophobe et compagnie, mais à l'époque, les gens trouvaient ça classe. Le livre aura 88 suites qui se vendront à pas moins de 24 millions d'exemplaires, et quelques années plus tard, le réalisateur Jean Sacha mettra en scène la première adaptation d'OSS 117, qui sortira 5 ans avant le premier James Bond. D'où le fait que si l'un doit être une copie de l'autre, ce n'est pas forcément celui qu'on croit. Ok? Et donc à quoi ça ressemble Il est taquin un peu le premier Hubert? Ah, sacré Hubert. Bah écoute, le problème que j'ai avec ce film, c'est que bien qu'il ait fait plus d'1 million d'entrées à l'époque, il n'est pas particulièrement considéré comme un grand classique, et donc il n'a pas encore été restauré, ce qui fait que pour le moment, il ressemble à ça. Ennuyé pour Muriel? Non, pas du tout, je vais la retrouver à la maison. Oula, donc voilà. Et en plus, faut être honnête, c'était une première adaptation, donc le film est un peu mou du genou. Par contre, sa suite, OSS 117 se déchaîne, cette fois-ci réalisée par André Hunebelle, fera plus de 2 millions d'entrées, ce qui lui vaudra d'être restauré, et vous pouvez voir la diff. En plus, le film est beaucoup plus dynamique, et c'est d'ailleurs plutôt dans ce film qu'on reconnaît notre bon vieux Hubert, donc voilà, j'avais plutôt envie de vous parler de celui-là. Ah, bon bah ok, vas-y, voyons ce que ça donne. Ok, c'est parti. L'histoire commence en Corse, où nous allons suivre un moniteur de plongée et son élève, un touriste américain, qui se prépare pour aller explorer une grotte sans se rendre compte qu'ils sont suivis par un homme pas du tout chelou. Et après seulement quelques minutes passées sous l'eau, un coup de feu retentit et l'américain touché à la poitrine est envoyé rejoindre Bob l'éponge. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi a-t-il été assassiné? Mystère.
Pas vraiment en fait, hein, on nous le dit tout de suite, c'était en réalité un agent de la CIA, enfin de l'OSS du coup à l'époque, qui avait été envoyé pour enquêter sur l'emplacement d'un laboratoire secret russe. L'OSS décide donc d'envoyer leur meilleur agent qui en plus a des origines françaises pour continuer les recherches, Hubert Bonisseur de la Batte, dit OSS 117. Bon alors il est comment ce premier Hubert? Bah, par rapport au SS de Jean Dujardin, qui était quand même particulièrement arrogant, prétentieux et pervers, je dirais que celui-là est pire. Oh. Ah bah, dès qu'il y a une nana dans les parages, comme le dit le titre du film, il est déchaîné, quoi. Regardez là, par exemple, il est en train de parler tranquillement avec une employée d'une agence de location de voitures. Oh, Gisèle, je n'ai pas l'habitude de ces petites voitures françaises. Vous ne voulez pas me faire une démonstration? Je ne suis pas démonstratrice. Oh, mais je vous ramènerai ici après le dîner. La maison ne fournit que les voitures, mais croyez que je le regrette. Moi, je le regrette encore plus que vous, Gisèle. Ah oui, il est chaud, mais en prenant le contexte de l'époque, je pense qu'il a été écrit comme un personnage audacieux, et voilà, pas pervers. Vous faites un tour, j'ai pas très bien vu. Ok. J'ai rien dit. Il arrive donc à Bonifacio, et sur place, il va pouvoir bénéficier de l'aide des services secrets français, mais qui sont pas forcément super efficaces, faut être honnête. Je me suis intéressé aux propriétés sur la falaise en bord de mer récemment louées à des étrangers. Résultat? Pas grand-chose. Chou blanc donc. Pour commencer son enquête, il se rend alors chez le moniteur de plongée qui accompagnait l'Américain pour qu'il lui indique où son ami s'est fait tirer dessus. Mais en arrivant chez lui, il tombe nez à nez avec un tueur russe qui était visiblement venu pour éliminer le moniteur, et c'est là que ça part en live. Ouh, ok, balance. Bah bagarre, hein, et on en a pour notre argent, regarde ça, coup de chaise, technique du ciseau, pas facile à placer celle-là. OSS fait même des petites pompes comme ça pendant le combat juste pour provoquer, sacré Hubert, et il finit par buter le mec avec son propre couteau, avant de se rappeler qu'il aurait probablement mieux fait de l'interroger avant. Vous allez me dire exactement pourquoi. Il reprend donc ses recherches et se rend donc le lendemain sur le bateau du moniteur de plongée en espérant le trouver là-bas, mais il n'y est pas, par contre il y rencontre sa petite amie. Oh la belle femme. Est-ce que Ron est là? Non, il est parti à la Ciotat chercher une pièce pour le bateau. Parfait. Alors vous prenez un verre avec moi. Avec plaisir. Et ben mon cochon, il sympathise très rapidement avec la jeune femme et la convainc même d'organiser une rencontre entre le moniteur de plongée et lui le soir même, et sans en informer ce dernier, vu qu'il ne souhaite pas être retrouvé par peur d'être assassiné. Donc voilà, a priori on n'a pas affaire à la petite amie la plus fiable du monde, mais ça fait avancer l'intrigue. Et c'est là qu'en fouinant un peu, Hubert découvre que cette femme est en réalité une espionne russe. Ça m'étonne pas. Et elle informe les services soviétiques de la rencontre à venir. D'ailleurs, si la tête de ce monsieur vous dit vaguement quelque chose, c'est que c'est lui qui joue Crank dans la Cité des Enfants Perdus, et il profite de cette vidéo pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes. Du coup, Crank et sa team se rendent le soir même sur le lieu de la rencontre pour éliminer OSS, mais vous connaissez Hubert, on ne le fait pas comme ça, et il les tabasse. Regardez ça, on a encore des trucs de fou, hein, il arrive à rentrer un triangle alors que son adversaire était presque en full menthe, c'est assez ouf, et il le termine même avec des techniques de kung-fu, ce qui force Crank à s'échapper par la fenêtre, mais pas sans avoir pris le temps d'exécuter le moniteur de plongée pour le faire taire. Habile. Heureusement, il lui reste Brigitta qui en avait vraiment rien à carrer de ce moniteur de plongée et qui lui propose de l'accompagner à l'endroit où son ami a été abattu, car elle était aussi présente ce jour-là. Oui, enfin j'imagine qu'elle l'invite pour lui faire un autre traquenard. Oui. Et que comme OSS a compris que c'était un agent double, et ben il va le voir venir. Non. Je pense qu'il a dû zapper cette histoire d'agent double entre temps parce qu'il se fait clairement avoir, mais coup de chance pour lui, le mec qui était censé l'assassiner se mélange les pinceaux et bute son propre collègue. Après, bon, pour être honnête, j'avais moi-même du mal à suivre la séquence, étant donné qu'ils sont tous habillés pareil. On a ensuite droit à une course-poursuite sous-marine des plus intenses. C'est nul. Et Hubert finit par envoyer un nouveau citoyen à Bikini Bottom. Il remonte en pétard, bien décidé de montrer à Brigitta de quel bois il se chauffe, et voilà, c'est sévère, mais il fallait pas le chercher, hein, et il la force à l'emmener jusqu'à la demeure du grand méchant, le chef de l'opération, ce mec-là. Là. Hubert arrive à le neutraliser, mais au moment où il avait la situation en main, il se fait avoir par la femme du grand méchant, qui sort de... je sais pas où. De la cuisine, probablement. Hubert et Brigitta, qui est devenu coupable de trahison pour l'avoir amené jusqu'au méchant, sont donc enlevés et transportés dans la fameuse grotte qu'ils cherchaient pendant tout ce temps. Et on peut enfin savoir le fameux projet ultra secret sur lequel les Russes travaillaient, un détecteur de sous-marins qui pourrait leur permettre d'empêcher l'Occident de leur envoyer une bombe nucléaire sur la mouille. Salaud de Russe. Et pour l'anecdote, ce modèle de laboratoire secret de scientifique fou qui deviendra un motif récurrent dans tous les films d'espions par la suite, vient aussi à la base d'un film de Jean Sacha, Fantomas de 1946, comme quoi on a vraiment tout inventé. C'est aussi là qu'OSS découvre que Brigitta était en réalité une opposante au gouvernement russe, mais qu'elle était contrainte de travailler pour eux car ils détiennent sa famille en otage. Ah bah ça, les Russes, forcément,
il kidnappe, hein. Le méchant demande alors à ses hommes de les remettre dans un bateau pour les emmener dans le centre où ils vont être détenus. Attends, mais du coup, pourquoi ils les ont pas amenés là-bas directement? Je veux dire, c'est risqué pour eux de d'abord les amener dans leur labo ultra secret. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'un agent français suivait Hubert depuis le début et que leur labo est découvert. Et voilà. Les sbires sont donc abattus les uns après les autres et le grand méchant et sa femme décident de faire exploser le lieu pour que leurs recherches ne soient pas découvertes et se sacrifient donc pour leur pays. Salauds de Russes. Enfin, pour l'occurrence, ils sont surtout très cons, mais salauds de Russes quand même. OSS peut donc repartir vers l'horizon avec sa belle blonde avec qui il s'est réconcilié entre-temps. Il prend même le temps de nous faire un petit clin d'œil au passage, et oui, c'est bien vous qui vient de faire un clin d'œil, et ça finit comme ça. Ah ouais, non, le clin d'œil, là, c'était pour m'achever, ou tout le film, carrément, c'était pour m'achever? Bon, y a pas tout qu'à acheter non plus. Forcément, quand on le compare à ce que les Américains ont sorti en phase, bon, forcément, c'est très kitsch, hein, et ça manque de budget, de cascade, de charisme, enfin voilà. Mais si on se situe à l'échelle française de l'époque, eh ben, on est clairement face à une très belle avancée. Comme je le disais, quand on regarde le premier film OSS 117 de Jean Sacha, bon, c'est un peu mou, on voit tout de suite que le style se cherche encore, et on reste encore un peu dans un genre d'espionnage film noir comme on le faisait avant, avec par exemple la saga des Lemmy Caution. Mais à partir de ce film, toutes les suites iront dans cette direction de films d'espionnage fun et dynamique, et se positionneront clairement comme des concurrents directs au film James Bond. D'ailleurs, dans cette volonté de rester compétitif face aux Américains, le 4e film OSS 117, À tout cœur à Tokyo, sera carrément co-scénarisé par Terence Young, le réalisateur du premier James Bond contre le Docteur No. Ah ouais, ok, classe quand même. Puis bon, faut voir le verre à moitié plein aussi. Dans le film qu'on vient de regarder, on a quand même de l'exotisme, même si bon, Bonifacio, c'est vrai qu'ils sont pas allés chercher bien loin non plus. On a de l'action, des explosions, des fusillades, des combats sous-marins, ce qui n'était pas la chose la plus facile à filmer à l'époque. Il y avait une vraie volonté de proposer quelque chose d'impressionnant pour le public. Regardez par exemple cette séquence. À un moment donné, peu après son arrivée en France, OSS remarque qu'un Russe va essayer de s'introduire chez lui pour l'attaquer. Un James Bond habituel aurait probablement attendu qu'il rentre pour le prendre par surprise, mais là, non, hein, sans sourciller, il ouvre la fenêtre et lui saute dessus du premier étage comme un vrai bonhomme. Et ça, le public, ça ne le laissera pas indifférent, puisque tous les films OSS connaîtront un certain succès en France et dépasseront quasi systématiquement le million d'entrées. Ok, du coup, il faudra m'expliquer pourquoi ils se sont arrêtés soudainement en laissant la licence tomber dans l'oubli pendant plus de 30 ans. Déjà, la première raison évidente, c'est que malgré leurs efforts, la concurrence de James Bond devenait de plus en plus insoutenable. Par exemple, le budget du film au service secret de Sa Majesté, c'était environ 7 millions de dollars de l'époque, ce qui fera à peu près 50 millions de dollars aujourd'hui. Alors que si on compare avec Pas de Rose pour SS 117, qui est sorti à peu près en même temps, eh ben on peut estimer son coût à 6 millions de francs, grand maximum. 8 millions d'euros actuels. Donc c'est bien, hein, mais autant dire qu'on était battus. Et puis surtout, pendant les années 60, le cinéma français va connaître deux véritables révolutions qui vont assassiner le cinéma d'espionnage et laisseront donc notre pauvre Hubert sur le côté de la route. Et ces révolutions, on peut les lier principalement à deux films. Le premier, c'est À bout de souffle de Jean-Luc Godard, qui, après Les 400 coups de François Truffaut, confirme l'avènement du cinéma d'auteur en France. Le film fait plus de 2 millions d'entrées pour un budget de seulement 400 000 francs, soit 700 000 euros actuels, donc bien en dessous d'un budget moyen pour un OSS et pour un meilleur résultat en salle. Et la suite, vous la connaissez, hein, nouvelle vague patin couffin, et donc toute une série de films ayant des budgets très faibles, mais dont la forme innovante attire le public, qui feront énormément d'entrées par rapport à leur coût. Le rêve de tout producteur. D'accord. Donc c'est à partir de là qu'on a arrêté de vraiment mettre de l'argent dans des films, quoi. Ça dépend pour quel type de film. Comme je le disais, il y a un autre film qui va bouleverser l'industrie cinématographique pendant les années 60, et ce film, vous le connaissez tous, c'est La Grande Vadrouille de Gérard Roury. Eh ben, dites donc, d'abord, mais je suis, madame, mais là... Pour le coup, le film coûte l'équivalent de 20 millions d'euros actuels, ce qui est tout simplement le plus gros budget français à l'époque, mais il va faire plus de 17 millions d'entrées, ce qui restera un record pendant plus de 30 ans. Ce phénomène confirme quelque chose dont les producteurs se doutaient déjà, le genre le plus porteur pour le public français, c'est sans débat la comédie, et s'il faut investir beaucoup d'argent quelque part, et ben c'est là et pas ailleurs. Ouais, je connais cette théorie, oui. D'ailleurs, la saga OSS 117 à l'époque, elle permet malgré elle de confirmer ce postulat grâce à son metteur en scène André Hunebelle. En parallèle des OSS 117, c'est lui qui réalisera la saga humoristique des Fantomas. C'est Fantomas! C'est Fantomas! Et avec le même réalisateur aux manettes, les 3 opus Fantomas feront bien plus d'entrées que les 5 films OSS 117. Il doit donc sans aucun doute cette réussite au fait d'avoir approché le personnage de Fantomas avec une approche complètement second degré, là où ces films OSS 117 se voulaient un peu plus sérieux, même si à notre époque ils font quand même bien marrer malgré eux. Et à partir de là, les gros budgets vont commencer à se concentrer essentiellement sur les projets humoristiques, au point que pour faire un film d'action, de science-fiction ou même de guerre en France, il est devenu presque indispensable qu'il soit sous le registre de la comédie. Et c'est comme ça qu'Hubert Bonisseur de Labatte a lui aussi des années plus tard, comme Fantomas, été rattrapé par le phénomène, devenant une parodie de lui-même, et son style, ses tournures de phrases et son sourire flamboyant n'ont plus eu d'autre but que d'amuser la galerie.
Ok, bon, bah, je sais pas c'est quoi ton délire, mais t'es presque en train de me faire détester l'un de mes films préférés, donc chapeau l'artiste. Mais non, les films d'Hazanavicius restent des chefs-d'œuvre, parfaitement écrits, rythmés, bien joués, à mourir de rire. J'ai rarement pris autant de plaisir à préparer une vidéo qu'en rematant ces films. Et je le dis d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que le cinéma d'espionnage français, comme OSS 117, il n'a jamais dit son dernier mot. Oh. Et oui, et même quand on croit que tout est foutu, il y a toujours un atout dans sa manche. Et c'est comme ça que dans les années 90, toujours dans l'Hexagone, va naître un film qui va redonner un second souffle au cinéma d'espionnage et remettre le cinéma français sur le devant de la scène. J'ai nommé Les Patriotes d'Éric Rochon. Ok, bon bah je sais pas ce qu'il a bouleversé, hein, mais personnellement j'en ai jamais entendu parler. Ce film revient aux sources de ce qu'est l'espionnage, en enlevant toutes les scènes d'action grandiloquentes et en se concentrant uniquement sur des enjeux réalistes, ce qui le rend d'autant plus tendu et immersif. Par contre, effectivement, le film s'est planté au box-office et il a été un peu oublié par la suite. Oui, donc ce que tu voulais dire, c'est que c'est un film qui aurait pu bouleverser l'univers du cinéma d'espionnage, mais au final non. Disons que c'était une première étape, puisque 20 ans plus tard, Éric Rochon réalisera le film Mobius, où on retrouvera notre Jean Dujardin national, mais cette fois-ci dans un registre bien différent, puisque le long métrage reprendra la même approche réaliste que pour Les Patriotes, mais cette fois-ci avec un casting plus solide, et le film fera plus d'1 million d'entrées, et sera très bien accueilli par le public. Bon, c'est pas vraiment ce que j'appelle une révolution, mais ok, hein, ça te fait plaisir. Et 2 ans plus tard, grâce à ce film, Éric Rochon pourra réaliser la série Le Bureau des légendes, toujours basée sur cette même approche, et pour le coup, la série s'étalera sur 5 saisons, et attirera des millions de spectateurs à travers le monde. Au point qu'un remake de la série avec Michael Fassbender dans le rôle principal et réalisé par George Clooney vient tout juste de sortir aux États-Unis, toujours dans nos pattes, cela. Ah oui, ok. Là, ok. Et c'est là la véritable force du cinéma français. Si les Américains auront toujours des moyens supplémentaires par rapport à nous, notre culture dédiée à l'art et à l'innovation artistique fait que nous serons toujours capables de proposer de nouvelles choses, d'ouvrir des brèches dans lesquelles les autres pays viendront par la suite s'engouffrer, et de rester à tout jamais le meilleur cinéma du monde. Et ça, c'est beau. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est la seule chose à faire et c'est très important pour soutenir la chaîne. On a fait plein d'autres vidéos dans le même genre, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous a plu. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, la MIF.